Bonsoir à tous, bienvenue à Droit de Questions, l'émission où toutes les questions ont droit de citer, y compris celles que vous ne vous posez pas, présentée en partenariat par Polony TV et Causeur.fr. Faut-il protéger la vérité par la loi? La question n'est pas nouvelle. Votée en 1990, la loi Guessot, qui pénalise la négation de la Shoah, a été suivie d'une longue série de textes mémoriels qui censurent au nom de la vérité. Deux grandes évolutions politiques et technologiques lui ont redonné une actualité brûlante. La victoire du Brexit, l'élection de Donald Trump et la progression en Europe des forces dites populistes sont devenues dans le récit médiatique dominant la preuve que le parti de la raison avait perdu la bataille contre les déplorables émotions populaires. Et l'arraisonnement de l'espace public par des multinationales joliment baptisées réseaux sociaux a fait naître un nouveau continent numérique où l'on peut effectivement dire n'importe quoi et où on ne s'en prive pas. De part et d'autre de l'Atlantique, nombre d'éminences médiatiques et politiques ont donc proclamé l'état d'urgence informationnelle. Si nous ne voulons pas entrer définitivement dans l'ère de la post-vérité, nous disent-elles, il nous faut combattre ces ennemis de la démocratie que sont les fabricants de fake news. Donc d'un côté, il y a les bons médias garants de la vérité, de l'autre, les idéologues et les vendeurs de bullshit du Far West virtuel. Cette conception sous-jacente au texte en cours d'examen est aussi celle de nombre de journalistes qui se voient volontiers en éducateurs, voire en rééducateurs du peuple. Cette nouvelle loi Macron réussit pourtant à mécontenter l'ensemble de la profession et notre discussion, chère Natacha, permettra certainement d'éclairer ce paradoxe et aussi de nous demander s'il existe encore une vérité partagée sans laquelle il semble bien difficile de construire un monde commun. Alors justement, oui, c'est une question extrêmement vaste et cette introduction vient de le montrer. La question de savoir quel est le rapport entre information et vérité est une question vertigineuse. Tout le problème, c'est qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée, elle est reportée dans le sens où, comme nos élus n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est en juillet que va être de nouveau discutée la loi sur les fake news. Mais pour nous en parler, alors je vais quand même présenter nos invités, mais je suis obligée de préciser une chose. Nous avons tout fait pour avoir sur ce plateau un représentant tout simplement de la Macronie, c'est-à-dire de ceux qui sont censés soutenir cette loi. On a cherché partout. On a vraiment appelé tout le monde, mais n'importe qui. Ils sont 350 députés macroniens à l'Assemblée. Il n'y en a pas un qui a voulu venir. C'est-à-dire que visiblement, il y a un léger problème du côté de ceux qui sont censés soutenir cette loi pour aller la défendre. Donc, ça fait partie des questions que nous allons nous poser. Alors, nous allons nous les poser avec vous, qui visiblement êtes beaucoup plus compétents pour en discuter que n'importe quel député macronien. Donc, Richard Malka, avocat, on précise auteur de La tyrannie chez Grasset, donc un roman, mais un roman qui traite des sujets dont nous allons parler. Juan Branco, avocat de Julian Assange, de Wikileaks et aussi de Jean-Luc Mélenchon, mais qui a déjà été invité sur Polony TV justement sur ces questions du numérique et de notre liberté face au numérique. Pierre-Henri Tavoyot, professeur de philosophie à la Sorbonne. Alors je cite votre livre chez Odile Jacob, « De mieux en mieux et de pire en pire ». Alors, première question. Oui, c'est-à-dire de mieux en mieux et de pire en pire, nous allons devoir choisir et nous verrons bien à la fin de l'émission quelle option nous choisissons. Mais c'est vrai que je pense que les deux, en même temps. C'est-à-dire que la pensée globale en général ne marche pas. On va essayer justement de déterminer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de problématique. Parce que je pense, mais je vais vous demander votre avis, que nous pouvons nous entendre sur un point. Il y a un problème de circulation de l'information aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas seulement face à une simple amplification de la bonne vieille rumeur. La question est de savoir si on appelle ça fake news. Mais il y a aujourd'hui des informations dont la puissance est décuplée par les réseaux sociaux. Je prendrai un exemple personnellement qui me concerne. Pendant la campagne présidentielle, je me suis retrouvée avec un texte. J'étais intervenue sur des médias, il y avait sur un site une vidéo de moi, sur une intervention critique de certaines positions d'Emmanuel Macron. Sur un site, on retrouve Natacha Polony a parfaitement raison, et ensuite un texte qui fait la promotion de François Fillon. Et quelqu'un prend ce texte et le fait circuler par mail et sur les réseaux sociaux, ce qui donne l'impression, puisqu'il n'y a plus la vidéo, que c'est moi qui ai rédigé le texte. Comment lutte-t-on contre ça? Ça s'appelle une fausse information, ça s'appelle un mensonge. Donc nous sommes confrontés à un véritable problème face auquel les citoyens ne sont pas
n'ont pas la capacité de réagir. Mais la question est de savoir si la loi telle qu'elle est aujourd'hui répond à cela, ou si elle n'est pas née d'autre chose. Puisqu'il y en a d'autres qui, pendant cette campagne présidentielle, ont été confrontés à des fake news. Et il y en a un en particulier qui s'appelle Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, face à des rumeurs sur un compte au Panama, sur une éventuelle relation avec Mathieu Gallet, a réagi d'abord en prenant en main les choses, en essayant de démonter cette information, mais c'est sans doute ce qui est la raison profonde de cette loi. Et c'est peut-être ça qui nous raconte ce rapport aux fake news. Donc ma première question est tout simplement face à ces exemples. Peut-être rappeler d'ailleurs à quel moment il l'a annoncé. Il l'a annoncé dans ses vœux à la presse. Dans ses vœux à la presse et dans le cadre d'un discours qui était très étonnant, puisqu'il attaquait, après cette annonce sur la responsabilité des plateformes dont nous allons parler, mais il annonçait qu'il fallait lutter contre les défaitistes et ceux qui, en gros, n'adhéraient pas à l'idée d'un nouveau monde positif. Est-ce que réellement on peut considérer que l'esprit de défaitisme doit être puni par une loi? Ça devient très compliqué. Donc, je me tourne vers vous, Pierre-Henri Tavoyot. Qu'est-ce qu'une fake news, tout simplement? C'est extrêmement difficile à définir comme ça, parce qu'on peut dire, c'est en général le présupposé de tous les intellectuels qui réfléchissent là-dessus, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Les rumeurs existent depuis très longtemps, les mensonges depuis longtemps, les erreurs aussi. C'est pas tellement le fait qu'on porte atteinte à la vérité qui est un problème, c'est le fait que l'exigence de vérité soit elle-même mise en cause. C'est ça qui est en fait au cœur de la question du débat sur les fake news, c'est-à-dire que on peut s'opposer à dire que manipuler les choses, tout ça est ancien, mais le fait de perdre l'idée même qu'il faudrait qu'ensemble nous atteignions, nous accessions à quelque chose qui soit une vérité partagée, comme le disait Elisabeth Lévy tout à l'heure, voilà qui fait défaut. Alors, philosophiquement, ça a une histoire. C'est ce qu'on appelle la déconstruction. Alors on cite tous en général la formule de Nietzsche qui est juste, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Ce qui veut dire d'une certaine manière, il n'y a pas de vérité, mais ça dépend des points de vue. Ce qui est en fait une idée qui est déjà présente chez des cartésiens, et notamment Leibniz. Je donne cet exemple un peu de philo, là, on n'est pas très loin du bac de philo, donc il faut un tout petit peu rappeler ça, mais Leibniz disait, voilà, vous prenez une ville, et vous avez plein de gens qui vont se diriger vers cette ville. Chacun a un point différent sur la ville. Donc en effet, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, puisque toutes les subjectivités ont des regards très différents sur la ville. Mais pour Leibniz, qui est quand même un penseur lui aussi théologique, même si son Dieu est rationnel, il y a un point de vue global, c'est-à-dire le point de vue qui fait la totalité de toutes les petites différences qui existent entre les points de vue, et c'est évidemment le point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu qui est le point de vue vrai. La différence entre Leibniz et Nietzsche, c'est que justement, il n'y a plus Dieu. Possible. Donc, comment se mettre d'accord sur cette vérité une fois que ce point de vue global a disparu? Eh bien, la seule manière, c'est de considérer que la vérité, c'est l'accord des subjectivités. C'est-à-dire qu'elles vont discuter, elles vont ensemble, on va se mettre d'accord, puis voilà, au bout du compte, ça créera un accord collectif. Et par exemple, si on se réfère à la loi Guesso, parce que la question est de savoir est-ce qu'il y a des faits, en fait. Vous avez demandé qu'est-ce qu'une fake news, est-ce qu'on peut demander si ça existe un fait? Oui, et la loi, par rapport à la loi Guesso, par exemple. C'est la deuxième distinction qu'il faut apporter, c'est que c'est la distinction entre ce qui relève du scientifique, de la connaissance, et ce qui relève de la politique. Il y a le vieil adage de Hobbes, qui reste, je crois, toujours juste, auctoritas non veritas facit legem, qui veut dire c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi. C'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi, ça veut dire précisément qu'il y a entre le champ scientifique, du débat, de l'échange scientifique, qu'à ces lois, il faut revenir là-dessus, notamment sur la question de la vérifiabilité, on va revenir tout à l'heure, et le champ politique, c'est-à-dire de l'autorité, de la décision, il y a deux registres qui sont totalement différents et qu'on ne doit pas confondre. Alors justement, vous parliez de la vérifiabilité. Pourquoi? Parce que dans le texte de la loi, et c'est ça qui est intéressant, il y a quand même une tentative pour éviter les risques. Parce que tout de même, les élus ne sont pas complètement délirants. Ils ont bien compris qu'il y avait débat sur ce sujet. Ça a été changé en commission des lois, d'ailleurs. Tout a été changé. Voilà. La définition qu'on donne d'une fake news, au départ, c'était toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Et petit à petit, par petites touches,
les députés qui discutaient de cela ont décidé d'axer essentiellement sur l'idée de manipulation de l'information, en se doutant bien que cette définition était beaucoup trop vaste, donc ingérable. La question est de savoir, en fait, qui manipule, pourquoi et comment? Quels sont les outils? Alors, et le point de départ, c'est tout de même le contrôle des plateformes. Juan, la question de savoir comment on peut... En gros, qu'est-ce que propose la loi, très vite? La loi propose donc, en période électorale, Ouais. de contrôler la production et la manipulation d'informations. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire l'idée que, en gros, je vais décider de dire, par exemple, Elisabeth Lévy a un compte au Panama. Et je vais diffuser cette information sur les réseaux sociaux pour essayer d'influencer une élection où Elisabeth Lévy est candidate. Voilà. Donc ça, jusque-là, c'est assez simple. Et donc, on peut aller voir le juge, en fait, c'est ça l'idée. Voilà, en référé et très rapidement. Le problème, ça, encore une fois, est de savoir qui décide de retirer l'information, qui décide à quel moment on peut choisir quel contenu pose problème, parce qu'il y a des contenus qui sont sponsorisés sur les plateformes et parce que, en fait, nous n'avons que très peu de moyens de forcer les plateformes à choisir les contenus. Juan, la question de savoir d'abord quels sont nos moyens face à des plateformes qui, elles, possèdent les contenus, possèdent les tuyaux, c'est une question qui est, qui est au cœur de cette décision-là, mais nous sommes totalement impuissantes. Moi, je pense que le problème principal qui se pose par rapport à ce débat, c'est de savoir que l'information est aujourd'hui manipulée par des puissances qui sont des puissances qui ont des intérêts financiers. C'est-à-dire les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les GAFA, ces grandes plateformes numériques, n'ont qu'un intérêt dans la mise en avant de telle information par rapport à telle autre, c'est le profit qu'elles vont en tirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook est une plateforme, il faut le rappeler, qui tire ses revenus de la publicité et qui n'a qu'un intérêt, c'est vous inciter à consommer du contenu sur sa plateforme de façon à ce que, du coup, par les publicités qui s'affichent, en retirer de l'argent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'agora, c'est-à-dire le lieu où s'échangent l'information, où les gens discutent, est contrôlé non plus par l'État, non plus par une puissance publique, non plus par des associations, mais par des puissances privées qui, par ailleurs, sont installées à l'étranger, donc qui, certes, se plient plus ou moins à la législation nationale, mais qui pourraient, à un moment, décider de ne pas le faire, et surtout, qui sont sensibles aux pressions qui, un jour, pourraient s'appliquer sur elles, notamment en cas de crise, on peut l'imaginer avec les États-Unis, comme cela commence à devenir de plus en plus probable. Et dans le cas d'une guerre, par exemple, qu'on commençait à manipuler les algorithmes qui font que telle ou telle information s'affiche. Et donc là, il faut quand même prendre en compte cet élément important. Si on laisse au marché de décider quelle est l'information qui est, on peut dire, véritable ou d'apparence véritable, mais de toute façon importante, à partir de là, on est en train de soumettre l'espace politique, notre espace souverain, à ce marché. Et à partir de là, évidemment, l'information va être classée sur des critères de profitabilité qui n'ont plus rien à voir avec celui de bien commun, c'est-à-dire d'intérêt général. Juste pour être sûr d'avoir compris, parce que vous parlez du fait que les plateformes mettent des contenus en avant pour des pures raisons publicitaires. Donc pourquoi est-ce que les fake news, ce qu'on appelle les fake news, marchent? Parce que plus c'est gros, plus ça marche. Mais bien sûr, c'est ça. Justement, plus vous mettez un truc énorme, si je mets Natacha Polony mange des enfants au petit déjeuner... Ou couche avec telle personne, immédiatement, ça va faire une explosion extraordinaire. Pourquoi? Et en fait, donc, quand tout le monde s'est enflammé il y a 2 ans sur le débat des fake news, c'était la poutre et la paille. On ne voyait pas le vrai sujet qui était un sujet économique, en fait, c'est-à-dire de souveraineté, de contrôle de l'information par l'espace public, par l'État, par les forces citoyennes, etc. Et donc on a commencé à s'exciter sur l'ère de la post-vérité dans laquelle tout d'un coup les citoyens auraient décidé de s'exciter pour le mensonge, alors qu'en fait c'était un problème structurel qui n'a toujours pas été réglé et qu'on ne veut pas régler. Pourquoi? Parce que ce sont d'immenses puissances financières qui contrôlent justement cette question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème qui est lié aussi à la propension plus ou moins grande des gens à avaler les bobards? Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous avez sur votre iPhone, par exemple, sur la page où s'affichent les 4 nouvelles que Apple a choisi de mettre en avant sur l'ensemble de la production d'informations en France. C'est un algorithme un peu bricolé qui a été construit par quelques ingénieurs d'Apple, qui n'est contrôlé par personne. Or ça garantit immédiatement des millions de vues aux médias qui ont accès justement à cette plateforme et qui sont sélectionnés. Et du coup, vous allez créer un déséquilibre énorme entre les différents médias qui est plus lié à la qualité, qui est plus lié à la reconnaissance que la société française va donner à tel ou tel média parce qu'il est plus ou moins représentatif de telle ou telle opinion qui elle-même est dominante dans l'espace public ou considérée comme véritable. Et vous allez vous retrouver en fait face à une manipulation de l'information par des acteurs privés qui peuvent faire ce qu'ils veulent et qui peuvent imposer aux tiers
leur regard sur le monde. Il y a juste une chose, en Allemagne, il y a aussi une loi sur les fake news qui ne fonctionne pas comme celle que nous sommes en train de discuter. Et là, ça pose un problème absolument ahurissant, c'est-à-dire qu'il a été décidé que ce sont les hébergeurs, donc les GAFAM, qui décident si un contenu est potentiellement illégal, c'est-à-dire viole la loi. Et si le contenu est potentiellement illégal, c'est le pouvoir de la plateforme de le retirer. Ce n'est plus le juge qui décide ce qui est légal ou pas. Mais la question de violer la loi, c'est une chose, puisque ça existe déjà, peut-être Richard va nous le dire, mais la question de la vérité, c'est autre chose. Jusque-là, personne n'a été appelé à statuer, me semble-t-il, est-ce que ceci est vrai ou pas? Pardon. Mais peut-être Richard, je ne sais pas. Alors justement, oui, la c'est question encore qu'on peut se pire, poser, c'est est-ce que légal, est-ce que vous respectez nos lois? Non, mais Bon, c'est ça, c'est pas- un peu c'est normal, pas- mais sauf Il y a- que c'est le juge qui décide normalement si c'est Dans légal. tout ce que vous avez dit là, il y a une infinité de sujets en réalité. D'abord, je me permets de réagir, je ne suis pas tout à fait d'accord pour que l'information soit sous le contrôle de l'État plutôt que celle des GAFA. Mais elle l'est factuellement, je veux dire pas directement, mais c'est si. un peu stalinien quand même comme conception. L'idée, c'est que l'information soit le contrôle de personne. l'État doit assurer un libre espace, c'est ça que je suppose que c'est ça que vous vouliez dire. L'État doit assurer L'État, personne. un espace, Oui. doit assurer un espace de liberté de l'information. Mais C'est pas ça. pas l'État, les juges. L'État, le ministère de l'Information, ça a disparu c'est depuis Non, ça c'est le longtemps. gouvernement, vous confondez gouvernement et État. Moi je parle de l'État, les juges font D'accord. partie de l'État. Ok, oui, d'accord. oui, c'est Dans pas- ce sens-là, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors, plus globalement, moi je reconnais au gouvernement une intention louable et une préoccupation légitime. On est tous d'accord pour combattre la propagande, puisque en fait c'est de ça qu'il s'agit. Sauf que c'est pas au juge de dire la vérité. Et ça n'a jamais été au juge de dire la vérité. Le juge dit le droit, ce qui est déjà beaucoup. Dans les procès en diffamation, quand quelqu'un n'est pas content d'une information, il agit et puis il doit prouver la vérité. Mais c'est à lui de prouver la vérité. Par exemple, Natacha, dans l'exemple qu'elle a Le donné. juge ne dit pas c'est vrai, c'est faux. Le juge dit bon, monsieur, vous n'arrivez pas à prouver la vérité, donc je vous condamne. C'est autre chose. Il n'est pas du ressort du juge de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que c'est une notion complètement subjective. C'est impossible et ce serait complètement inconstitutionnel, à mon avis. Cette loi, ils ne savent plus par où la prendre. On ne sait pas qui va agir, on ne sait pas qui on va poursuivre. De toute façon, les plateformes s'en foutront parce que, comme vous l'avez dit, elles sont aux États-Unis, elles répondent au premier amendement et elles ne respectent pas les décisions françaises. Depuis très longtemps, il n'y a pas de référent en France, donc on c'est n'a un personne espace qui de condamne. non-droit déjà. Justement, C'est un Bien espace sûr. de non-droit. Mais bien sûr que c'est un espace de Bien sûr. non-droit. Bien Sauf sûr que c'est un que espace de non-droit. un des aspects positifs Alors, de la absolument. loi est Il justement veut la référence. d'exiger qu'il y ait un Ça, c'est référent très bien. sur le territoire Et ça, français. c'est excellent. Et enfin, mais ça fait des décennies qu'on le réclame. Après, la loi de 1881, c'est quand même une de nos grandes lois républicaines. Et Montesquieu disait qu'il ne fallait changer les lois que la main tremblante. Celle-là, plus que d'autres, et à chaque fois qu'on a changé, ça n'a pas toujours été avec beaucoup de bonheur. Mais en tout cas, on a un édifice délicat de porcelaine qui fonctionne plus ou moins bien. Évidemment, il faut s'adapter au monde moderne et à Internet, sauf que cette loi est inutile, mal foutue. Au mieux, La loi elle fake sera, news. oui, elle sera inapplicable. J'ai des réserves sérieuses sur sa constitutionnalité. Et je ne vois pas très bien où on va. Et les dispositifs existent déjà. Je ne comprends pas C'est pourquoi ça on ne qui peut est pas fou. faire appliquer. Je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Je n'ai toujours pas compris. Alors, je vais Pourquoi on vous- ne peut pas faire mais appliquer la parce que loi de c'est tout simple. 1881 C'est tout simple. sur les réseaux Il y a sociaux? quelques années, l'UEJF a fait un procès à Yahoo qui vendait des objets nazis. Bon, ça a fait un grand Oui, procès. Ils ont fait condamner Yahoo. Sauf qu'une fois qu'on avait condamné Yahoo en France, il faut bien le faire exéquaturer aux États-Unis. C'est-à-dire que comme ils sont aux États-Unis, pour appliquer la condamnation, il faut bien qu'il y ait un juge américain qui dise oui, bon, vous appliquez la décision française. Le juge américain a dit ah ben non, moi je ne peux pas transposer la décision française puisqu'elle est contraire au premier amendement américain. Donc on a une belle décision qui est une feuille de papier qui ne servira jamais à rien. Et Yahoo n'a jamais payé ni un euro ni arrêté de diffuser ce qu'il voulait. Donc c'est Yahoo pas a été possible. condamné et remplacé par un autre monopole qui s'appelle Non, mais- Google. Oui, non, mais bien Est-ce sûr. que ça veut dire qu'à l'ère du sans Non, mais- frontières, en Voilà. réalité, à l'ère du sans frontières, est-ce que ça veut dire que toute velléité Mais toute ça, c'est notre velléité pratique Oui, mais- de spécialiste du droit de la presse. On n'a rien à faire. Richard, On poursuit même plus. Vous avez dit un C'est- truc en revanche qui me semble, qui nous parle exactement du sujet. Vous avez dit, on est tous d'accord pour combattre la propagande.
Mais ça veut dire quoi la propagande? Pardon, mais non, on est tous d'accord pour condamner quand il y a un mensonge avéré et qu'il y a en plus volonté de mentir. C'est d'ailleurs l'aspect positif de cette loi. En revanche, la propagande, c'est là qu'on entre dans quelque chose de dangereux. Qui fait de la propagande? Par exemple, la loi, Elisabeth le disait dans son introduction, cette loi fake news, enfin, je veux dire, le concept même de fake news, a monté, on l'a vu monter, c'est devenu un objet médiatique. Comment il est monté cet objet médiatique? Parce qu'il y a eu Trump et parce qu'il y a eu le Brexit. Et qu'il a été évidemment mis en avant par les médias classiques que, en fait, sur les réseaux sociaux, cette jungle, il y avait des fake news qui avaient incité des gens à voter pour le plus drôle, c'est qu'il a été mis en avant par Trump, qu'il a d'abord brandi contre le New York Times et tous ses ennemis. Non, mais le terme était né avant. Vous vous souvenez de la campagne de pub qui avait été faite par les pro-Brexit sur l'Angleterre paye, je ne sais plus combien, 400 millions d'euros par semaine à l'Europe. En fait, c'était faux. C'était le chiffre brut, sans tenir compte du fait que l'Europe payait l'Angleterre plus de la moitié en retour. Donc c'était faux, objectivement, factuellement faux. Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on va prouver qu'ils ont voulu mentir? C'est ça. Comment on va prouver qu'ils ont voulu mentir? Comment on fait pour combattre judiciairement? Je ne sais pas. C'est là où se croise le légal et ensuite le travail journalistique. C'est-à-dire que depuis, nous avons des armées de fact-checkers qui décident que quand des pro-Trump ou des pro-Brexit disent une énormité, on va aller fact-checker. Le problème est qu'ils considèrent que de l'autre côté, il n'y a pas de propagande. C'est peut-être ça aussi le souci. C'est pour ça que je pointais votre phrase, tout le monde est d'accord pour combattre la propagande. Oui, sauf que qu'est-ce que c'est que la propagande? Quand on me sert en 92 le fait que la monnaie unique va apporter le plein emploi et la croissance, pardon, mais avec le recul, j'ai tendance à penser que ça ressemblait pas du tout à de la propagande. Mais là, et d'ailleurs, justement, parce que la loi fake news entrera en vigueur, sera entrée en vigueur au moment des européennes, alors je ne suis pas sûr, moi, qu'on ira jusque-là et qu'ils seront assez bêtes pour le faire comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient au départ, on va s'en servir pour au-delà nous de tout ça, expliquer que et là d'un je côté- vous rejoins, c'est ça comme problème, par rapport au problème que pose le numérique et Internet. Oui. Bon, on règle ce qui se passe pendant une période électorale. Mais quid du droit à l'oubli? Quid de la réputation des personnes? Quid des messages racistes et antisémites? Pourquoi on ne fait pas des lois à chaque fois? Enfin, ça n'a pas de sens. Le problème est beaucoup plus général, et si on ne règle pas la question des plateformes, de la responsabilité des GAFA, de ce qu'elles payent comme impôt en France, c'est une question de leur économique. responsabilité légale, de leur impunité, de leur Un immunité. espace médiatique qui soit sain, c'est-à-dire que l'argent qui est pris par ces intermédiaires, les GAFA, qui sont des milliards et des milliards, c'est de l'argent qui est tiré de ceux qui produisent du contenu. C'est des ressources publicitaires qui normalement devraient aller aux journalistes, aux différents médias, qui aujourd'hui sont asséchés par ce transfert de la valeur ajoutée, qui fait que la qualité de leur travail s'en ressent nécessairement, et leur capacité à contrôler... C'est pire que ça. Parce que, en contrepartie, on leur donne une aumône. Attends, il n'y a pas que les GAFA Oui, c'est ça, et après on crée des fonds de 10 millions d'euros en disant... Il y a les GAFA qui font cause, parce que là, c'est une vision anticapitaliste, marchandise. Ah non, pas les du GAFA, tout. il y a les plateformes transparentielles, Wikileaks en fait partie. Ils ne sont pas animés par des intérêts, mais si. Je suis désolé, Wikileaks est animé par un intérêt idéologique, mais il faut y tomber. Censure. Un intérêt idéologique, c'est un signe, un intérêt idéologique. Pourquoi je veux dire, on pense toujours les lobbies comme des lobbies d'intérêt. Mais Wikileaks ne s'impose pas à l'espace médiatique, il publie des informations vraies, Non, et c'est puis pas c'est des tout. informations vraies, c'est des informations en masse. Non, oui, mais que C'est du vrai. quantitatif. Mais c'est que du document vrai. Oui, mais d'accord. Non, mais on décide de ce qu'on diffuse. Réel, mais c'est pas vrai. Bah si, Et troisièmement, il y a aussi des puissances qui sont des puissances étatiques qui entrent en jeu. Je veux dire, la Russie a très bien compris à un moment donné, très bien expliqué dans le bouquin excellent qui s'appelle Armes de déstabilisation massive, des deux rédacteurs en chef d'Intelligence Online, qu'en fait, en regardant justement Wikileaks, c'était formidable, pour une somme modique, on arrivait à produire des déstabilisations bien plus efficaces que des milliers d'espions. Donc je veux dire par là, il ne faut pas avoir une vision unilatérale, les responsables sont extrêmement Mais là, diversifiés. je pense que vous faites une confusion entre les plateformes et les producteurs de contenu. Vous C'est-à-dire avez les parlé de plateformes plateforme. facilitent Vous la avez diffusion. pas- Mais oui, moi je parle que des Mais plateformes. justement, la plateforme est un élément, c'est le problème. Oui, Parce mais que la plateforme, c'est le pas- grand argument oui. de GAFA, c'est on n'est que des plateformes, donc on Mais c'est éditorialise bien quand même, rien, attention, et bien Wikileaks c'est pareil. Non, Si, c'est un organe de presse. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est parce un que organe de presse. non, Wikileaks Si, c'est un organe de presse. porteur d'une idéologie. je veux C'est un dire, organe de presse. En deux mots. Comme tous les C'est organes quoi de presse, il y a C'est une quoi idéologie. Attendez 2 secondes. Premier et après, point, vous répondez. le diagnostic de départ est intéressant de façon, vous connaissez bien. J'ai essayé de lire un peu les textes dont j'en ai une connaissance uniquement littéraire, si je puis dire. Premier argument qui consiste à dire
Grosso modo, il y a une asymétrie d'information. Il y a les puissants qui savent tout et les petites gens comme nous qui ne savent rien. C'est absolument scandaleux. Donc nous allons prendre l'information, là où elle est. Nous allons prendre l'information, on nous la donne parfois, il y a des fuites, et on va diffuser ça absolument dans toute transparence. Quitte après, dans un deuxième temps, ça a été le deuxième geste, de vendre quelques informations à des éditorialistes, des journalistes qui vont éditorialiser les choses. Jamais vendu d'informations. Mais avec l'idée, peut-être pas. Non, Enfin, c'est pas peut-être ça. certains le disent. d'informations. Certains le disent. Non, personne n'a des dit ça. collaborateurs Qui dit ça l'allemand qui était collaborateur. Non, Daniel Rangin n'avait jamais dit ça. Il dit Non, clairement. je l'ai lu, je suis désolé. Non, mais parlons vérité, Oui, justement. non, mais ça- Pardon. Et troisièmement, le fait que la fonction ici présente est une fonction punitive, c'est-à-dire qu'il s'agit de remplacer le juge. C'est-à-dire on balance toutes les informations sans aucun tri, avec potentiellement des effets qui peuvent être extrêmement nocifs par ailleurs. On met tout sur la table et sans aucun tri, avec l'idée que tu reconnaîtras les triens et on balance tout et la fonction est clairement punitive. Donc l'idée est bien ici que la transparence remplace le droit. Alors, Oula, Paul, je vois vous une répondez sorte et après on a une question internaute. De on a raccourci une question extraordinaire, en d'internaute. quoi rendre des informations publiques c'est punitif. Enfin, je comprends Parce pas que le c'est rappeler. potentiellement des informations confidentielles. Et alors? Et en quoi c'est punitif? Eh ben, je sais pas, vous voulez que tout votre code secret bancaire Non, vous on diffusez parle d'un appareil de pouvoir, pas d'un Non, individu. Vous pensez que l'appareil de pouvoir, il doit y avoir L'appareil de aucun pouvoir. secret? Mais ça, c'est l'idéologie de Assange, oui. C'est la transparence pour le pouvoir Oui, et mais l'intimité pour les individus. Mais C'est l'inverse de ce que vous dites. il y a un petit problème dans votre conception de l'exercice du pouvoir. hein. Bah non, c'est- Aucun pouvoir ne peut s'exercer En transparence. non. Ça, c'est un présupposé philosophique ou idéologique, je sais pas. C'est un Idéologique, présupposé. oui, non, c'est c'est- vrai. Idéologique et surtout, excusez-moi, c'est juste du bon sens. Oui, Pardon. alors, Bah on va si. peut-être- oui, non, mais on va peut-être pas faire le débat sur Wikileaks. Moi, ce que je trouve intéressant sur Wikileaks, c'est surtout le fait, pour revenir à notre sujet fake news, qu'on a fait un pataquès sur les fake news qui auraient permis à Donald Trump de prendre le pouvoir. Or, en l'occurrence, un des éléments qui a été majeur dans la campagne de Donald Trump, c'est la révélation des mails du Parti démocrate où il n'y avait pas de fake news. C'est-à-dire que ce qu'on a trouvé dans les mails, c'est tout simplement la tricherie du Parti démocrate pour favoriser Hillary Clinton face à Bernie Sanders. C'était pas du faux. Ce qui est important Et pour donc, moi quand même de c'était une préciser, vérité. c'est que Wikileaks a publié 8 millions de documents, il n'y en a pas un qui était faux. Donc mettre Alors- Wikileaks comme vous le faites dans ce débat, il n'y a pas une fausse nouvelle qui a été diffusée ça par nous Wikileaks, entraînerait- c'est détourner le débat. Est-ce qu'on peut juste, Surtout la question de voilà, l'internaute. je vous pose les questions que nous C'est-à-dire que recevons. s'il y a un endroit pur en termes médiatiques où il faut aller pour voir une information qui est véritable, c'est Wikileaks aujourd'hui. Alors, La pureté, c'est Moi, ça me fait peur aussi. oui, enfin bon, si on peut revenir au sujet Vérité fake news. pure. Donc, question d'internaute, qui décidera officiellement quelles seront les fake news ou pas? Les personnes à qui cette tâche incombera ne seront-elles pas tentées de manipuler la censure dans le sens de leurs intérêts? Ne subiront-elles pas des pressions? Et seconde question, y aura-t-il un phénomène rétroactif face aux luttes législatives, c'est-à-dire aux élections qui ont déjà eu lieu? Est-ce qu'on peut... Non, il n'y a non, aucune la loi rétroactivité peut des pas lois, être ça je pense qu'on peut... Mais non, mais c'est le Mais juge non, qui va décider. la question de savoir qui décide, Bah, le juge. le juge. Mais le juge, comment il fait en référé en 24 heures Bah, c'est bien le pour problème. décider 48 heures, ce qui est vrai, ce qui est faux. Normalement, il en a 10 jours pour faire une offre de preuve. Mais à mon avis, tout ça ne passera pas la rampe. Oui, du ça c'est Conseil bien possible. Mais constitutionnel. moi, je voudrais poser une question peut-être à Non, mais Pierre Henry. avec un effet pervers. Oui. C'est-à-dire que le juge sera tenté de dire moi, je ne peux pas statuer. En référé, le juge, c'est le juge de l'évidence. Donc, ça risque, On va paradoxalement, contester des élections. c'est ça, à donner de la légitimité à une fake news qui ne serait pas condamnée. Mais moi, je voudrais poser une question à Pierre-Henri et aux autres d'ailleurs. Est-ce que, quand on en est à devoir défendre la vérité par la loi, comme on l'a d'ailleurs fait, je voudrais reciter la loi Guesso et toutes les autres qui ont suivi, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une défaite? Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu un combat? Et est-ce que vraiment, je veux dire, ça peut se substituer à la délibération en quelque Je sorte? crois que le point clé, c'est que justement, la loi ne définit pas la vérité. Et là-dessus, il faut qu'on soit clair. La loi Guesso, de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'était intéressant, et potentiellement une loi qui était, Duhamel le disait à l'époque, une loi potentiellement inconstitutionnelle. Et c'est vrai qu'on pouvait penser qu'avec la QPC, on aurait pu avoir un négationniste un peu rusé qui aurait fait un truc en disant cette loi qui n'a jamais passé devant le Conseil constitutionnel, dont on peut penser qu'elle ne soit pas absolument constitutionnelle, eh bien d'essayer de la truander comme ça. Mais je crois que le point vraiment important sur cette question de vérité, c'est la question de la vérification. Parce que on dit est vrai ce qui est vérifiable. Or,
En philosophie, c'est pas ça du tout. C'est pas la vérification qui définit la vérification. Pourquoi? Parce que la vérification est juste impossible. C'est la célèbre phrase de Popper qui dit si on veut vérifier la proposition tous les signes des oiseaux sont blancs, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier que tous les signes qui existent sont blancs, que tous les signes qui ont existé étaient blancs, et que tous les signes qui existeront seront blancs. Vous voyez très bien que c'est pas possible. Donc le but de la science n'est pas de vérifier. Le but de la science est de falsifier, de réfuter. Il suffit de voir un signe noir pour être sûr que cette proposition est fausse. Donc ce que cherche la vérité n'est pas la vérification, elle cherche la réfutation. Le problème des fake news, le problème du complotisme, c'est précisément que les théories ne sont pas falsifiables. Un complotiste, il a toujours raison. Ça marche à tous les coups. Ce sont des théories qui sont non falsifiables, donc non scientifiques. La religion est non falsifiable. Popper disait le marxisme est non falsifiable. La révolution devait arriver en Allemagne. Pas de chance, elle arrive en Russie, l'endroit où les contradictions entre les forces politiques et les rapports de production sont les plus faibles. Bah là, elle a été réfutée, donc. Oui, mais non, parce que Lénine invente la théorie du maillon le plus faible, qui dit mais c'est justement là que les contradictions... Ça marche à tous les coups. Une théorie n'est pas scientifique quand elle ne peut pas être réfutée. Le problème, c'est ça, ça concerne l'espace scientifique, l'espace du savoir, là où on a le temps de refaire les procédures, de refaire les enquêtes. L'espace public, ce n'est pas le lieu des savoirs, c'est le lieu des opinions. Et les opinions ne fonctionnent pas comme les savoirs. Vérifier, réfuter, reprendre toute la méthodologie, c'est pas possible dans l'espace public. On marche à d'autres critères, la vraisemblance, l'accord collectif, la cohérence, la clarté, toute une série d'autres critères qui définissent la vérité collective. C'est d'ailleurs pour ça que, justement, il me semble que le principe est de distinguer ce dont on parle quand on parle de fake news. Encore une fois, ça n'a rien à voir de dire tel homme politique a un compte caché en Suisse ou ailleurs, et de dire, par exemple, ce qu'on entend en ce moment, le solde migratoire est nul, donc il n'y a pas de crise des migrants. Et ça, c'est une vraie fake news. C'est déjà beaucoup plus compliqué, en effet, parce qu'il faut définir en quoi le solde migratoire nous dit quelque chose d'une réalité. Je pense que c'est très important en fait d'accepter la coexistence de subjectivité dans l'espace public. C'est-à-dire que Elisabeth Lévy va considérer qu'il y a une crise migratoire. Je lui réponds, écoutez, il y a plus de 80 000 personnes qui traversent chaque année aujourd'hui, enfin en cette année, 100 000 l'année dernière, par la mer. Du sud au nord vers l'Europe, il y en avait 1 million il y a 3 ans, donc il n'y a plus de crise migratoire. Vous allez me contester, vous allez utiliser un autre argument. Sur les faits. Et oui, il faut qu'on soit d'accord. C'est pour ça. Il faut qu'on soit d'accord sur le récit. L'existant. Non, justement, il faut qu'on soit d'accord sur les faits, mais pas sur le récit. Oui, non, mais c'est la grande distinction. C'est-à-dire qu'à partir des mêmes faits, on peut avoir une subjectivité qui va faire qu'on va avoir des rapports très différents. La question, c'est est-ce qu'il y a tant de gens qui arrivent ou pas tant de gens qui arrivent? Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la factualité. Sur la factualité. Oui, mais encore une fois, là, moi, je peux n'arrivera vous pas à dire la discuter. traversée par mer. Vous allez me dire non, d'ensemble des traversées. Et la confrontation et factualité ne peut pas amener à une objectivité qui s'impose à tous. Ça, c'est une évidence. L'important, c'est qu'on ait un espace médiatique et politique sain dans lesquels, justement, peuvent être relayés ces différents regards, c'est-à-dire un espace où justement les journalistes, c'est-à-dire un espace où les journalistes ont les moyens de faire leur travail, c'est-à-dire où ils ont la capacité à faire monter des regards qui justement s'appuient sur une factualité, qu'ils peuvent vérifier, qu'ils peuvent s'assurer qu'il y a une vérité ou d'une factualité. Non, ils sont garants de la Ils sont garants de l'honnêteté intellectuelle, bien sûr. ils sont garants de la pluralité, de la représentativité Bien des sûr. opinions qui apparaissent. Et le Bah, justement, Mais c'est ça justement, qui pose pour lutter problème. contre ça, il faut des contestez vous-même exactement. depuis des Mais années. oui, bah Exactement. justement, je le Et c'est conteste pour parce ça- qu'il me semble que ça relève Et pas du pour enfin, ça, que c'est un problème dans le fonctionnement des médias qui sans doute explique l'émergence du complotisme, le besoin d'aller chercher des vérités ailleurs. C'est peut-être justement parce que les médias ont failli, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté ils n'ont pas respecté le pluralisme, ils n'ont pas respecté l'obligation d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire la capacité à penser contre soi-même, à se sentir remis en question par des faits qui invalident une théorie. C'est le fait qu'ils sont dans l'ordre du religieux et pas du politique, c'est-à-dire qu'ils jugent le bien au lieu justement de raconter des faits et d'essayer de les replacer dans un contexte qui relève d'une certaine lecture des choses et d'une certaine explication. Donc, en effet, la question c'est le récit. Ils vont confirmer leurs propres présupposés. On l'a Oui. vu, mais quand Donc, même. ils ne respectent pas ce que disait Rohan, c'est-à-dire l'idée qu'on part de faits et après chacun va élaborer un récit à partir de ces faits et nous devons confronter les récits et il relève du choix politique de décider si nous préférons telle ou telle option. Alors permettez-moi de poser une question. Est-ce que dans ces cas-là, il ne vaudrait pas mieux laisser
disons, à notre folie ou à notre sagesse commune, le fait de se débrouiller avec tout ça, plutôt que de d'avoir trancher des par la lois. loi, bien sûr. En tous les cas, moi je suis quand même frappé d'une chose, c'est qu'il y a 20 ans, enfin il y a 10 ans, au moment des printemps arabes, c'était il y a 10 ans, c'est ça. Il y a 10 ans, on nous disait que Internet c'était le monde merveilleux de la liberté, etc. Et maintenant, non mais, Des je veux dire, enchantements d'Internet. Mais ça, c'est très on est quand même spectaculaire. maintenant, si vous voulez, très angoissé avec l'impression qu'on est noyé sous les... Mais à quoi que ça correspond en 2011, quand les printemps arabes commencent à intervenir, le classement d'informations sur Twitter, Facebook, etc. n'est pas algorithmisé. C'est-à-dire que quand vous postez quelque chose, ça apparaît. Et ça apparaît sur un ordre chronologique. Et donc vous avez accès à ce que l'ensemble de vos amis ont publié sans classement quelconque. Et là, ce que j'expliquais sur le fait que l'intérêt financier a commencé à s'imposer à ces plateformes qui ont dû se rentabiliser un moment, souvenez-vous, Google, Facebook, etc., au départ, c'était la démocratie, la transparence, et c'est que pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est gratuit, etc. En fait, à un moment, la pression financière s'est imposée à eux, et donc ils ont commencé à classer l'information selon des critères de profitabilité. Et c'est à partir de ce moment-là que justement, on a vu ces immenses explosions de fake news, de ce qu'on appelle fake news, c'est-à-dire en fait de nouvelles qui ne s'appuient sur aucune factualité, qui n'ont qu'un objectif, c'est vous faire consommer et utiliser du temps de cerveau disponible, comme le fait TF1, et ils vous ont amené justement à dériver cette plateforme. Comme le fait le média. Non, mais comme le TF1 l'assume, comme TF1 assume de le faire. Tout le monde, hein. Oui, oui. Non, c'est trop facile, si vous Mais- voulez, qu'il y ait d'un côté les méchants. mais non, mais c'est pas idéologique. Je disais pas TF1. Je disais pas TF1 parce que TF1 serait droite ou quoi que ce soit. Je dis juste parce que justement c'est un média qui s'appuie sur. Voilà. Le contexte est intéressant de cette citation. Mais c'est vrai que je trouve que la question du bouleversement de l'espace public est quelque chose d'absolument hallucinant. Et ça, vraiment, il faut le prendre en compte, parce qu'on a trois espaces délibératifs. On a celui de l'État, qui est celui du Parlement, on a celui de l'espace public, et puis on a celui de ce qui était la société civile. Et ces trois espaces étaient parfaitement distincts et équilibrés. Voilà. Et ce que, effectivement, les puissances algorithmiques et les GAFA ont fait, c'est que ces trois espaces se sont totalement bouleversés. C'est-à-dire qu'une petite croyance énoncée dans son coin peut avoir une puissance de diffusion absolument phénoménale. On confond savoir, opinion, croyance. On confond, voilà, tout ça est totalement brouillé, et le statut même de ce qu'on lit est incertain. Est-ce que c'est une injure? Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une analyse? Tout ça est constamment brouillé. Donc, il me semble qu'on est, il ne faut pas être trop pessimiste non plus, on est dans une phase qui est une phase de donne, de remise en donne, les cartes sont battues, et il me semble, et je pense que cette loi paradoxalement témoigne du fait que voilà, on a une petite prise de conscience qui commence à apparaître. On se dit que oui, il faut peut-être arrêter dans nos démocraties libérales, être un tout petit peu naïf il faut protéger notre espace public comme on le fait d'un espace. Et il faut être attentif. Alors, je ne dis pas que la réponse est parfaite, loin de là, mais elle témoigne du fait qu'il faut être attentif au fait que dans ce contexte, j'allais dire, d'anarchie et de la délibération collective, il ne faut plus être naïf. Oui, mais est-ce que... Pardon, il me semble que nous sommes au croisement entre deux problématiques. C'est-à-dire la problématique que vous souleviez, Juan, qui est celle du rôle des algorithmes et en fait de leur utilisation par le marché, qui fait en effet que certaines informations vont être poussées, certaines idées vont être poussées, et que ça joue sur le fait que le récepteur a tendance de toute façon à ne s'intéresser qu'aux informations qui vont dans son sens et qui le confirment. Une chose, quand je disais une régulation par l'État, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y avait toute une série de dispositifs qui avaient été créés pour faire que les médias étaient financés, que la création était financée par toute une série de lois et de règlements qui faisaient que l'accès à l'information était organisé. Et qu'aujourd'hui, c'est seulement le marché qui impose cet accès, qui détermine de plus en plus l'accès à l'information dans une course au profit dans laquelle, évidemment, les institutions qui jusqu'ici faisaient cet espace public sont perdantes par rapport à des nouveaux acteurs qui arrivent en fait avec du spectaculaire et écrasent les précédents. Ils sont surpuissants de C'est toute juste. façon. Donc c'est évidemment pas dire l'État doit dire ce qui est. Non, l'État est là pour réguler, c'est ça que ça veut pour dire. permettre. Et donc il me semble, oui, que c'est une des dimensions et que ça vient percuter une autre dimension qui est la dimension idéologique. C'est-à-dire l'idée que, en gros, il y aurait la nécessité de lutter contre des supposés populismes, contre des montées d'insurrection des peuples qui se manifestent Et par même le avec vote. le mot complotiste. Et les deux se percutent en fait. C'est pour ça que je réagissais vivement quand on vous avez évoqué l'État. C'est que quand l'État régule, ça peut aussi donner le CSA. Et c'est pas terrible en fait. Et le CSA et ça donne du politiquement correct très très lourdement et de manière à mon sens
extrêmement inquiétante en ce moment, avec des gens qui ne sont pas des juges, mais des technocrates. Donc ils n'ont pas toutes les problématiques de liberté d'expression en tête, mais qui réagissent de manière plus politique que judiciaire. Alors voilà, et on en arrive à des gens qui sont virés de la télé parce qu'ils ont fait une blague. Ou à des radios qui sont sanctionnées pour des millions d'euros parce qu'ils sont jugés antiféministes ou anti-gros ou anti-gros ou anti-communauté. Et ça devient aussi un problème démocratique, un problème de liberté d'expression et un problème, paradoxalement, on en arrive à une espèce de nouveau dogmatisme de la bonne pensée. Oui, mais attends, ça peut aussi donner ça, la régulation par l'État. Justement, je voulais ajouter quand même dans la loi, ça c'est dans la loi actuelle, alors j'ai toujours pas bien compris à quel niveau, mais il me semble que ça c'est encore dans le projet, dans le texte, et que le CSA pourra refuser donc de donner puisqu'en étant le pouvoir du CSA. De donner l'antenne, en quelque sorte, de donner une convention à une radio ou à une télé si celui-ci comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et de l'opinion, etc., etc., etc. Et aux intérêts fondamentaux de la nation, d'ailleurs. Mais tout simplement, la dimension intérêts fondamentaux de la nation vise expressément Russia Today et Sputnik, et ça faisait partie du discours d'Emmanuel Macron qui a lancé l'idée d'une loi fake news. Au départ, ça vise quelque chose de précis, et après tout le monde s'en empare. C'est bien le problème. C'est le l'obligation des interdictions. Comme l'état d'urgence, c'est la COP21. C'est le seul critère. C'est le seul critère. C'est-à-dire que le critère de la vérité, on le laisse de côté. On voit bien que c'est infaisable. Le seul critère qui est en jeu, c'est le critère de la nuisance à l'égard de l'intérêt national. Là, la question, est-ce que c'est à la loi de le traiter? Ça va être très très compliqué. Ça existe. Mais oui, bien sûr, Qu'est-ce ça qu'on existe. appelle une nuisance contre l'intérêt national? Je n'en sais rien, mais là, c'est le je seul ne comprends pas bien. c'est quand l'intérêt national supérieur est... Je sais pas quoi, Non, mais tu vois, de la part d'un média. Mais tout ça existe déjà. Je suis d'accord, parce que... On balance le truc du juge, on balance vers le juge, et après, quelles sont les armes? C'est effectivement des luttes de cybersécurité, c'est-à-dire en l'occurrence effectivement faire appel aux services secrets, et voilà, là il y a une action à mener. C'est une cyberguerre, donc il faut mener cette cyberguerre. Je veux dire, donc de ce point de vue-là, il faut être là aussi pas naïf. La loi, on n'y croit pas parce que ça apporte rien et les instruments juridiques sont déjà présents. Apprivoiser les GAFA, oui un petit peu, mais il ne faut pas non plus avoir des illusions. Après, peut-être, il y a une initiative que je trouve intéressante dans les solutions, c'est celle de Reporters sans frontières. C'est l'idée de créer une sorte de labellisation, pourquoi pas, des organes de presse au niveau international, s'accorder dans des grands médias sur une charte en disant, voilà, on se garantit le fait qu'on a ça, on a une déontologie journalistique commune, etc. On partage un certain nombre de principes, et avec la condition que ça donne, et Google et les GAFA peuvent marquer dans l'affaire, eh bien des faveurs en termes de référencement, que les articles seront mieux présentés. C'est-à-dire les bons journaux peuvent être mieux référencés. On revient à la définition de qui est un bon... Oui, mais non, mais justement, ceux qui Sauf que d'abord, il y a une question économique, de nouveau, il me semble, c'est que la question de savoir comment les GAFAM rémunèrent les contenus, c'est une question qui n'est absolument pas réglée. Donc, venir labelliser par les GAFAM les contenus des journaux, ça me semble... Non, c'est pas par les GAFAM. Cette initiative de Reporters sans frontières, c'est une initiative... Oui, mais là, vous mettez vous faites en sorte que les GAFAM puissent bénéficier des contenus des journaux. Vous ne dites pas à quel moment ils sont rémunérés et de quelle manière. Et ensuite, il faut faire attention parce que c'est des petites solutions. Donc, il ne faut pas d'une ambition absolue, mais il faut faire l'inventaire de toutes les petites solutions possibles pour apprivoiser. Je ne suis pas sûr que ce soit pas par les labellisations et autres, d'une part parce que Reporters sans frontières va immédiatement être interrogé sur sa légitimité à labelliser et puis les médias. Le monde l'a fait, le monde vient de faire avec le décodex, en décrétant qui était gentil, qui était fréquentable et qui ne l'était pas, merci. L'initiative, il s'agit de proposer aux Reporters sans frontières et des grandes organisations de presse, mais qui ont des problèmes de crédibilité aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème est plutôt en amont. Un certain nombre de principes, et comme le New York Times l'avait fait en 2004, juste après la guerre du Golfe, faire un éditorial en disant, écoutez, on est désolé, mais c'est vrai que cette affaire des armes de destruction massive, eh bien c'était une connerie. Désolé, voilà tous les articles dans lesquels on a raconté des bobards, et eh bien on avoue, voilà, et puis c'est pas bien, et on regrette. Voilà. Oui, mais donc qu'est-ce qu'on fait du New York Times qui a suscité une guerre, qui a provoqué des millions de morts parce que ça a déstabilisé toute la moitié du monde, en gros, jusqu'au Bataclan aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du New York Times dans ce cas-là? Est-ce qu'on le met à la poubelle parce qu'il y a eu le New York Times a diffusé, là pour le coup, il faut quand même être ça fonctionne pas. De bonne foi.
Ils n'ont pas décidé. Ah non, la journaliste qui l'a faite n'était pas de bonne foi. Elle s'était fait manipuler. Oui. Oui, Je pense qu'elle s'était fait avoir. Mais oui, mais la bonne foi. Ce que je veux dire, c'est que. Il y a la reddition de compte, ça vaut aussi pour les journalistes. Juan, pardon, mais en fait. Mais la mauvaise foi, il faut rentrer dans l'intimité de quelqu'un. On quelqu'un. aimerait mieux qu'il n'y ait que des informations super vérifiées, tout à fait pertinentes, en plus intéressantes. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je crois pas du tout qu'il faille ça. Oui. C'est-à-dire, disons, même si on n'est pas tous d'accord, alors globalement, ce serait pas mal. La question, c'est qu'est-ce qu'on risque en termes de liberté, je veux dire, à vouloir lutter même contre des fléaux réels. Est-ce que, et je ne sais pas, Natacha, il va bientôt y avoir les élections européennes, il y aura cette loi. Et il y a des gens, au moment où elle est rentrée dans les tuyaux, qui disaient, mais voilà ce qu'on va nous expliquer au moment des élections européennes, qu'il y a d'un côté les gens raisonnables, ceux qui pensent que ceci et cela, la seule pensée possible, allons avec la seule politique possible, voilà. Donc est-ce que... Mais c'est bien le problème, enfin me semble-t-il, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à décider qu'il faut établir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est pas, d'abord on amplifie la réaction épidermique des peuples qui ont l'impression qu'on veut qu'on veut les museler. C'est-à-dire que, mais bien sûr, c'est une panique morale face à un système qui ne contrôle plus. Qui ne contrôle plus parce que justement, on a perdu. C'est toute la philosophie du premier amendement. On en revient au père fondateur américain. Pourquoi ? Mais parce que la Constitution américaine, le premier amendement, c'est le constituant interdit à l'État de légiférer en matière de liberté d'expression. Il lui interdit, il ne lui fait pas confiance pour légiférer. En gros, il est interdit d'interdire. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où on s'engage sur la voie de l'interdiction, il y en aura une autre, toujours une autre, une de plus et une de plus. Alors, et c'est ça Tu penses que le premier amendement, ce serait un bon système pour nous ? Non, mais c'est pas... Non, mais on peut y réfléchir. L'idée... Richard, juste un point. Le premier amendement, ça donne aujourd'hui l'excès inverse qui est la tyrannie des minorités, c'est-à-dire l'idée que, au nom du respect de la sensibilité de chacun, il y a des vérités interdites. Parce qu'en France, on Donc, l'a pas. Il n'a pas empêché le premier En France, Non, pour le redire un petit peu, le premier... Enfin, c'est la morale qui doit jouer cette règle. Et du coup, indirectement, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça qui peut rentrer dans des formes d'excès. En France, on n'a pas le premier amendement. Non, mais ça, Mais c'est on a vrai. le premier... Mais des minorités ou juste... Ce que dit Richard, c'est que quand même... Enfin, il me semble que la limitation aujourd'hui aussi de notre liberté, elle ne vient pas que des lois, elle vient aussi effectivement du politiquement correct et de tout ça. Et, non mais, je veux dire, on ne peut pas simplement, enfin moi il me semble, on ne peut pas être simplement favorable à la liberté absolue. Ça, c'est pas transposable à notre culture. Mais c'est intéressant. Ce que je voulais quand même que Natacha nous dise, parce qu'elle ne m'a pas répondu en fait, tu m'as pas dit. Mais est-ce que tu penses que dans les intentions même de Macron, en fait, de ceux qui font la loi, est-ce qu'il y a l'idée en fait, de délégitimer un type de pensée, un type d'opinion? Est-ce qu'il y a ce... Quand je disais que nous sommes au croisement de la logique économique, qui est celle dont parlait Juan Branco sur les GAFAM, et de la logique idéologique, je pensais en fait à la façon qui, moi, me frappe à chaque fois que j'entends Emmanuel Macron, la façon de délégitimer quiconque ne pense pas comme il faudrait, c'est-à-dire quiconque n'adhère pas au nouveau monde tel qu'il nous le présente, n'adhère pas à ce que Alain Minc appelait le cercle de la raison, c'est-à-dire qu'à travers l'idée qu'il y a des méchants déclinistes, des méchants défaitistes, des méchants complotistes, on est en train systématiquement d'expliquer que ceux qui n'adhèrent pas, ceux qui ne sont pas contents... Pardon, mais moi je suis profondément inquiète d'entendre un pouvoir qui me dit tous ceux qui n'adhèrent pas sont des défaitistes. Je trouve ce terme gravissime. Tous ceux qui n'adhèrent pas sont des déclinistes. C'est une manipulation idéologique qui interdit la pensée politique, c'est-à-dire le débat civilisé. Ce qu'on est en train de faire, on n'est pas d'accord sur des tas de sujets, on débat. Alors j'aimerais quand même que, parce que je comprends, je sais que depuis longtemps cette affaire de complotisme t'énerve, je t'ai lu et je sais que ça t'énerve parce que tu penses que c'est une arme en fait pour... Et ça existe. Mais en même temps, est-ce que ça existe ou pas le complotisme? Bien sûr que le complotisme existe. Donc, le complotisme, on pourrait le définir comme le besoin pathologique de trouver une cause unique à tous les phénomènes et de refuser les causes multiples. Oui, ça voilà, tous les coiffeurs sont coupables. Voilà, quel que soit le problème, c'est le... Voilà. Donc ça, c'est le complotisme. Mais en revanche,
le mot complotisme est devenu, exactement comme le mot fake news, un objet médiatique. C'est-à-dire que c'est un instrument qui permet de marquer ceux qui ne pensent pas bien. Donc ils sont complotistes. Moi, quand je parle, par exemple, dans une émission de l'article de Robert Kennedy Jr. sur le déclenchement de la guerre en Syrie, où il explique qu'en 2009, la tentative de construire un gazoduc passant par la Syrie a été refusée par Bachar el-Assad, et que parce qu'il préférait privilégier son allié iranien et indirectement la Russie, et que curieusement 2 ans après est poussé une révolution au moment des printemps arabes. Bon, Robert Kennedy Jr. explique le déclenchement de l'insurrection en Syrie est lié à ça. Je cite cet article dans une émission, on me dit vous êtes complotiste. Pardon, je veux bien que Robert Kennedy Jr. soit sans doute délirant, tout ce qu'on veut. Il ne me semble pas, ça a été diffusé, ça a été publié dans le magazine Politico. Exactement. Mais le mot complotisme interdit de penser. Voilà. C'est-à-dire c'est une façon de délégitimer celui qui sinon vous traitez de fait complotiste et comme on traitait de fasciste veux dire, les gens il y a c'est 30 ça, ans exactement. ou de communistes Il pour y a certains. du complotisme, et d'ailleurs le fait qu'il y ait du complotisme n'empêche pas qu'il y ait aussi des complots. C'est Pardonnez-moi, exactement ça. je vois que l'heure tourne, et je trouve que là, Oui, si je peux ajouter un truc, c'est que le problème est vraiment poser une dernière question. de faire en sorte que Ils s'en foutent. on dit la loi ne se décrète pas, la loi ne se vote pas. La loi ne se vote pas. Non, la vérité, pardon, la vérité ne se vote pas. Et le deuxième point, c'est vraiment le fait que voilà, l'espace public est un trésor de la démocratie, il faut le protéger. Il faut aussi le protéger. Eh bien, justement, ça me donne une... Parce que je crois que là, il faut s'acheminer peut-être vers notre conclusion dans pas longtemps. Il faut surtout se poser voilà, la question je voudrais poser la des solutions. Alors, il faudrait faire un petit tour rapide sur qu'est-ce que vous préconisez comme solution. Est-ce que vous avez des idées Juan en a déjà un petit peu parlé quand même, mais est-ce qu'elles sont réalistes ensuite, peut-être, il conclura sur la question de nos libertés et de savoir où elles en sont. Mais sur les solutions, moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la question économique. C'est-à-dire que, je ne vais pas être lourd, mais c'est-à-dire qu'on est dans un système d'oligopole. C'est-à-dire dans lequel il y a des acteurs qui ont pris l'espace du contrôle de l'information publique, qui sont chacun sur leur domaine, Facebook sur une forme de réseau social, Twitter sur l'autre, Google sur la recherche d'informations. Et le problème, dès que vous avez oligopole, voire monopole, c'est que du coup, vous contrôlez les prix. Donc vous êtes en mesure d'imposer votre décision sur comment se partagent les ressources. Et quand vous êtes même Le Monde ou Le Figaro qui sont très puissants en France, face à il faut démanteler les oligopoles. Il faut s'assurer par exemple que l'algorithme de Google soit rendu public. Il faut s'assurer par exemple qu'on ait des outils en France qui nous permettent d'avoir des alternatives à Google, comme c'est en train d'être construit, de façon à pouvoir justement créer des concurrences. Au début, vous avez dit qu'on pouvait à peu près rien faire contre eux. Ah non, pas du tout. Au contraire. Ah non. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, on ne fait rien contre eux. C'est pour ça qu'on s'agite avec ces paniques morales et ces lois qui, en fait, sont juste de la pécadille. C'est vraiment une façon de détourner l'attention sur le vrai sujet, qui est justement cette question de la perte de souveraineté de notre pays et du coup de notre capacité à avoir un espace public à nous, en propre, dans lequel il y a des critères qui s'imposent que l'on a décidé collectivement, par la délibération, par la démocratie, par les élections, etc., qui vont faire que oui, justement, peut-être que le CSA va vous déplaire à un moment, mais le CSA attribue des fréquences à des opérateurs privés, et ces fréquences, elles appartiennent au peuple français. Et donc le peuple français peut, par le biais de ses représentants, dire à un moment, il y a tel ou tel critère pour diffuser telle ou telle information, et s'il y en a qui considèrent que Hanouna, c'est trop ordurier, écoutez, si la population, à un moment, décide qu'il en va ainsi, évidemment, le problème, c'est que là, on a des technocrates, comme vous le dites, parce que c'est le CSA. Non, aujourd'hui, elle n'est pas fonctionnelle. Mais dans l'idée, c'est cette idée qui permet cela. Aujourd'hui, Google, Facebook, etc. on n'a pas prise du tout sur eux. Et donc, on ne peut pas même délibérer sur ce qui pourrait être fait à ce sujet. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'interroger. Moi, je vais encore plus loin, je suis pour le démantèlement de Google. Il y a des lois pour ça, c'est les lois Sherman. On a dissous les groupes pétroliers, les groupes téléphoniques. Google a aujourd'hui 1000 fois plus de puissance et d'importance que ces groupes qu'on a démantelés à l'époque. D'ailleurs, le Parlement européen avait tenté de s'engager sur cette voie. Il y a continuellement la commissaire européenne à la concurrence a évoqué cette possibilité. On est aujourd'hui face à une société qui n'a il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité de société ayant un tel pouvoir. Jamais. Donc on a un vrai problème. Mais au moins qu'il n'ait pas une immunité totale. Qu'on leur applique. Et si on renonce à ce combat-là, alors il n'y a rien à faire.
alors c'est même pas la peine de se battre. Enfin- Si on ne les responsabilise pas, si nos lois ne s'appliquent plus à eux, alors on peut voter tout ce qu'on veut, ça ne servira Mais je vous à rien. rappelle que les Américains arrivent à imposer la loi américaine à oui. nos entreprises dans le monde entier. Donc on n'est pas rendu. Hein. Le territoire européen n'est quand même pas à notre... C'est J'ai quand pas même dit pas que c'était bien, hein. insignifiant. Non, Euh, mais mais- c'est un choix, c'est-à-dire que l'impuissance, c'est un choix sur l'extraterritorialité du droit américain, qui est une des dimensions, parce qu'en effet, c'est très lié. C'est un choix que nous avons fait, c'est-à-dire que nous pourrions décider à titre collectif avec les pays, les nations européennes, nous pourrions décider d'appliquer l'appareil, c'est-à-dire de faire en sorte de condamner des entreprises américaines selon nos critères de droit. Nous choisissons Eh ben, de ne faudra qu'on pas soit un peu le moins faire. trouillard. Voilà, c'est question tout, d'impuissance, c'est une ça question peut se de faire trouille. Au niveau de l'Europe, c'est difficilement au niveau de la France. Ah, ça c'est sûr. Bien sûr, Ça c'est sûr. c'est au niveau d'une confédération d'États-nations. Ça peut Moi, j'ai marcher. 3 solutions. Voilà. Super, notez bien. hein. Voilà, la première, c'est non, c'est vraiment, je pense, la cyberguerre est quelque chose qu'il faut davantage intégrer. Voilà, c'est un point. Si on est vraiment certain que ça se joue au niveau de ce que j'appelle tout à l'heure maladroitement la nuisance à l'égard de l'intérêt national, et bien dans ce cas-là, effectivement, c'est au niveau des services secrets que ça se joue. Donc je pense que ça, c'est une première réponse. Avec évidemment le caractère immédiat, c'est la reddition de comptes. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait les choses, il faut aussi rendre des comptes quelques années plus tard, parce qu'effectivement, la démocratie, c'est la reddition de comptes. Voilà, donc on fait des actions et on rend des comptes, c'est le principe. Voilà. Premier point, je pense que c'est absolument indispensable. Deuxième point, peut-être pas démanteler Google, parce que juste, ça paraît difficilement possible et on ne peut pas le faire, nous. Donc c'est l'apprivoiser. Surtout, il y a 4 milliards de le gens marquer- qui sont consentants pour le marquer l'utiliser. à la culotte autant que faire se peut, et ça passe effectivement par aussi l'Europe, avec ce grand drame, c'est effectivement que pourquoi nous n'avons pas un GAFA, si je puis dire, européen. Et donc de ce point de vue-là, on en Parce que nos lois ne le permettraient pas. Anti-concurrence. Oui, ben, C'est ça qui est voilà, incroyable. voilà. Donc La on se Chine a condamne. réussi, hein. Ah bah oui. Voilà, on se condamne à La Russie, l'Iran. Oui, voilà. On ironise beaucoup sur ces pays parce qu'évidemment, ils le Évidemment, font oui. avec Ah, une mais volonté ils sont autoritaire. un peu moins Mais que- en un fait, peu moins que nous avec des ils sont en train de fichiers doter, droit. ils sont en train de doter leur population des outils de leur souveraineté. Le jour où il y aura éventuellement une révolution démocratique dans l'un de ces pays, ils auront la capacité à avoir un espace démocratique beaucoup plus sain que le nôtre. Voilà. Donc il y a évidemment, c'est évidemment pas politiquement correct de le dire. Évidemment, c'est contradictoire parce que au départ, c'est fait pour contrôler l'information au sein d'un territoire, mais à long terme, en fait. Et la troisième solution, c'est arriver à retrouver. Internet est un espace anarchiste, assumé comme tel. L'anarchie, c'est pas la démocratie. L'anarchie, c'est même l'adversaire de la démocratie. L'idéologie portée par Internet, c'est une idéologie libertaire, c'est parfaitement assumé. Moi, je ne suis pas anarchiste, je suis un démocrate. Et donc, je me bats contre l'anarchie. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il faut reconstituer. Se battre contre l'anarchie. Concrètement, Ça veut dire. sur les réseaux sociaux. L'anarchie, ça veut dire simplement, voilà, on fait confiance aux individus, ils sont tous bien gentils, et on lutte contre toutes les agglomérations puissantes. On mise sur la logique de la coopération et non pas sur la logique étatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut reconstituer dans l'espace public des réputations, il faut reconstituer comme je le disais tout à l'heure, des labels, reconstituer des éléments qui font autorité. Pas des autorités de domination, mais des autorités de service, des gens, voilà, des noms, des médias qui Là, excusez-moi, mais on se lance, on est en fin d'émission et on se lance dans un débat qui est tout autre et qui est tout aussi vertigineux. Comment on reconstitue des autorités? C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés morcelées, profondément individualistes, qui ont désinstitutionnalisé, voilà, qui ont détruit petit à petit toutes les figures d'autorité. Au nom de quoi on recrée de l'autorité? C'est extrêmement complexe. Je crois que c'est possible en pensant justement l'articulation entre l'individu, la collectivité, en essayant de définir un projet commun, mais c'est un il y a travail une autorité absolument démocratique. effarant. Natacha, il faut que tu nous donnes tes solutions à toi. Non, mais Toi, je pense qu'il y a un mélange de solutions politiques, au sens où en effet ça passe par tout ce que vous avez dit, messieurs, sur le contrôle des GAFAM et sur la capacité politique d'une véritable union de nations européennes pour essayer de construire une souveraineté. Je pense que c'est le point de départ, parce que je suis d'accord avec Juan Branco sur un point, la question au départ est économique. C'est-à-dire que les problèmes viennent de cette dimension économique. Et ensuite, je pense qu'il y a la question idéologique et qu'elle passe par la reconstitution
d'un espace commun, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans cet espace commun, mais ce n'est pas seulement un espace numérique, c'est que nous avons un problème de constitution d'un espace commun politique. Dès que vous aurez des intellectuels qui auront des chercheurs qui auront un salaire qui est digne parce Voilà, que et qui exactement, sont ça passe suffisamment par- recrutés en nombre. Ça existe, hein, Parce des que non, intellectuels et des suffisant. chercheurs. Aujourd'hui, c'est de plus en plus Qui ont un c'est- salaire digne, non. Non, pourquoi? Parce que Enfin, l'État, justement, est spolié par toutes ces grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Et de la même façon, des médias où il n'y a pas des journalistes précarisés qui, du coup, sont obligés de faire des compromis parfois sur leur travail parce qu'ils n'ont pas la capacité à agir de façon complètement indépendante, etc., etc. Tout ça, en fait, la question pour économique. les journalistes est beaucoup trop... Bah, pour une partie d'entre eux, en fait, oui, là, parce que la précarité crée une fragilité très forte, ce qui fait qu'à un moment, la lâcheté s'impose à vous, alors que vous pourriez être quelqu'un de très courageux et de très digne. Et ça, ça participe Je crois que le évidemment de courage la... intellectuel, c'est-à-dire le fait de penser seul, ne dépend pas absolument des conditions économiques. Franchement, Ça joue. Mais ça on joue. connaît- C'est pas un courage intéressé. On connaît beaucoup de gens extrêmement conformistes qui ont des salaires qui Oui. sont tout à C'est fait... vrai, Elisabeth, mais la question est de savoir comment on pense un système qui Oui. favorise chez les êtres humains les comportements positifs, c'est-à-dire le courage, la vertu, etc. Or, pour l'instant, nous sommes Les dans payer un pour ça. système qui, au contraire, ne favorise pas les penchants vertueux. C'est un peu Il ironise comme- en disant, oui, enfin moi, à vrai dire, j'ai une solution encore beaucoup plus radicale, mais malheureusement, vous allez tous me rire au nez, mais je crois que c'est pas à long terme, c'est pas s'il faut, je crois quand même qu'il faut réapprendre aux êtres humains, et notamment jeunes, hein, non mais à vivre un peu, à ne pas vivre à travers leur téléphone, c'est ça qui est grave aussi. Si vous voulez, c'est que, non mais, ça, on fait comme si c'était maintenant une donnée et qu'on ne pouvait plus en sortir, mais c'est pas tout à fait vrai. Je sais comment, enfin un peu comment Natacha élève ses enfants. Je ne crois pas qu'ils aient accès à beaucoup d'écrans et je ne crois pas qu'ils vont la première médiation, leur premier contact avec le monde, se passe à travers ça. Donc excusez-moi, mais ça me paraît, c'est peut-être un peu. Non, je crois que c'est une des dimensions qui permet ensuite de recréer de la pensée libre, enfin, il me semble. Mais c'est pour ça que je disais que c'est un sujet qui est éminemment vaste, et là on déborde Voilà. totalement de la question des fake news. Et peut-être en conclusion, je voudrais vous soumettre quand même un paradoxe et une question, parce que tout ça a quand même à voir avec notre liberté. Et moi, je vous avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. C'est que on est confronté à deux phénomènes contradictoires. C'est que d'un côté, on a le sentiment, et assez justifié, de ne plus pouvoir rien dire. Et d'un autre côté, si vous voulez, on a des espaces où on peut dire n'importe quoi et où plein de gens disent absolument n'importe quoi. Donc, j'arrive pas... dans le fond, j'arrive pas à savoir si cette liberté d'expression que nous étions supposés défendre, je veux dire, quasiment de nos corps le 11 janvier, en tous les cas... je veux dire, si aujourd'hui elle est plus réduite qu'il y a quelques années, et si elle est en train de se réduire. Relativement optimiste à l'égard de l'espace public, je trouve. C'est que la dimension d'adaptation et le changement est incroyable. La thématique des fake news est ultra récente. Et l'attention portée, si c'est quand même très récent. Le mot, mais la chose. Non, mais justement le mot, l'attention portée, quand on voit sur les réseaux sociaux, pardon. Oui, mais on a parlé de la problématique nouvelle que créent regardez les sur les plateformes. réseaux sociaux, le nombre maintenant, une information arrive, premier réflexe, fake. Voilà. Le doute apparaît. C'est très très bien ça. Je veux dire, cette suspension de jugement. Vous le voyez assez généralement. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe aussi. Voilà. Faisons un peu confiance à l'apprivoisement aussi du monde de l'Internet et des nouvelles technologies. Ça, je pense que plus que l'éducation, c'est efficace. Richard, C'est effectivement, il y a deux phénomènes qui sont ambivalents. Quand vous êtes un anonyme, quand vous n'êtes pas une personne publique, alors là, oui, vous avez gagné en liberté d'expression, parce que vous pouvez aller sur Twitter, sur Facebook, faire des sites, vous pouvez être anonyme, on n'aura jamais votre identité, parce qu'on revient au même problème, Twitter refusera de la donner parce que c'est pas ses lois, et Facebook aussi, et donc là, vous pouvez vous exprimer beaucoup plus librement qu'avant, et dire ce que vous voulez, vous adresser à des millions de personnes par la grâce d'Internet. Quand vous êtes une personne publique, et là on sait qui vous n'êtes pas anonyme, vous vous exprimez sous votre nom, là ça devient plus compliqué. Parce que là, enfin moi c'est ce que je ressens, d'abord ça devient dangereux. Voilà. Moi, les gens que je connais autour de moi qui défendaient la liberté d'expression, la moitié sont mortes et l'autre moitié sont sous protection. Donc c'est dangereux. Et puis par ailleurs, c'est doublement dangereux parce que vous vous faites lyncher. Ensuite, sur Internet, par les haters et par la bonne pensée.
Et donc, sur tout un tas de sujets qui sont de plus en plus nombreux. Moi, j'en vois un de plus chaque jour. Que ce soit le blasphème, que ce soit le féminisme, que ce soit les communautés, enfin tous les plaintifs sur lesquels Le Point faisait sa une. Voilà, les susceptibles sur lesquels Le Point faisait sa une il n'y a pas longtemps. Et donc votre espace, votre champ d'expression se réduit de jour en jour. Mais c'est de l'autocensure. Là, c'est pas les juges qui censurent, c'est pas le pouvoir économique non plus. C'est nous qui imposons aux autres nos censures. C'est aussi le risque parce qu'on n'ose plus. Ben c'est ça, parce qu'on prend un risque professionnel, parce qu'on se fait. Et voilà. Il me semble qu'il y a un lien non négligeable entre la première dimension qui est l'extension du marché et l'imposition des règles du marché à l'ensemble de l'espace public et en particulier à la possibilité de proférer des idées à travers les réseaux sociaux et le règne des minorités susceptibles. Ça va avec, c'est-à-dire que ce minoritarisme qu'on observe et dont vous parlez, Richard, est en fait ce sont les idiots utiles de ce néolibéralisme parce que ça facilite, ça renforce c'est le marché ou le marché ou l'oligo parce que c'est le libre marché dérivé. J'arrive pas à comprendre le lien entre les deux. En fait. Parce que ça relève de la même logique, c'est-à-dire la destruction de ce que j'appellerais un espace laïque, c'est-à-dire un espace commun, neutre, politique, qui est préservé des intérêts individuels et des intérêts privés. C'est-à-dire que là, nous avons d'un côté des GAFAM qui s'approprient l'espace public et l'agora et qui l'utilisent dans leur intérêt propre, et nous sommes tous les produits dans ce système-là, et nous avons des minorités et surtout des individus qui s'approprient l'espace public en estimant qu'ils peuvent interdire quelque chose dans l'espace public au nom de leur susceptibilité. Ça relève de la même logique, c'est-à-dire la destruction de cet espace commun. Oui, mais on ne voit pas, pardon Natacha, j'aimerais comprendre quelle est l'alternative au marché, parce que si on considère par exemple... La République. Non, mais on peut prendre l'exemple... Non. La chose publique. Mais ça ne suffit pas de dire ça, parce que... Non, bon, je peux développer. Attends, mais laisse-moi finir ma question, comme ça tu pourras répondre. C'est que... Rappelle-toi ce que sont les médias publics. Rappelle-toi ce que sont les médias publics. C'est pas du tout des espaces de liberté. On ne se comprend pas sur la notion de... Justement, mais laisse-moi finir ma question. Ou alors peut-être je ne comprends pas parce que je suis trop limitée, mais je voudrais aller au bout de ma question. Si tu dis en gros le problème, parce que Juan a dit le problème, c'est qu'il y ait très peu d'entreprises. Ce n'est pas simplement que ce soit des entreprises privées, c'est le fait qu'il y ait très peu d'entreprises. Alors, moi, ce que j'aimerais... je comprends ça, je suis d'accord avec ça. En revanche, je ne souhaiterais pas, vous voulez, que le domaine de l'information soit pris au monde des entreprises. Mais j'ai pas dit ça. Eh ben, c'est ça que j'essaye de comprendre. Quelle est l'alternative? Mais c'est là où la norme va justement réguler l'espace économique et médiatique, c'est-à-dire en fixant des règles qui vont faire que vous allez avoir justement, par exemple, sur la question de la concentration économique, une capacité à détenir tant de médias par personne. Oui, c'est ça. Mais c'est ça la régulation de l'espace public. C'est de ça dont je parle quand je parle. Et donc il faut l'étendre à la question du numérique et autres. Donc les règles du marché, quand on parle du marché, le marché dérégulé aboutit à la constitution d'oligopoles. Donc il faut réguler le marché pour empêcher cette constitution. Comment vous y parvenez? Enfin, moi, je répète que l'exemple des radios publiques, comment on fait? Mais c'est pas des ça. médias publics qui étaient, oui, mais qui étaient là pour le coup, c'est pas exactement la même Non, chose, mais malgré tout, c'est cassé, on peut Google, comparer, c'est-à-dire qu'on Google, avait un espace qui échappait complètement au marché pour le coup. Oui, parce que le fil de lance de la bonne pensée, on peut plutôt considérer que c'est les médias publics. Oui, mais quand même, tu ne peux pas ne pas répondre à ça, parce que le fait que là, tu as un espace qui est complètement libéré du marché et que ça n'est pas un espace en termes d'information qui soit si satisfaisant. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cet espace-là qui soit plus régulé que d'autres. Il faut plusieurs espaces de cet ordre-là. C'est juste ça. Il ne faut pas juste libérer les forces du marché, comme vous le dites, et laisser que tout se laisse emporter. Moi, je voudrais quand même revenir sur un dernier point. Il y a quand même une autre forme de censure qui, moi, chacun ses obsessions. Enfin, moi la mienne, c'est plutôt celle d'Annie Lebrun. C'est celle de la... Et c'est pour ça que c'est bien que définit Annie Lebrun, qui est celle de la censure par l'excès. C'est-à-dire qu'à un moment, face à un flot d'informations qui n'est plus hiérarchisé, on se retrouve en fait face à une médiocrisation de l'espace public très importante qui appelle au conformisme, qui appelle à une forme, en gros, d'installation dans le creux, c'est-à-dire dans le médian, dans le point médian. Des informations non hiérarchisées, c'est des leaks.
Pardon, Un troll, très bien. Mais et donc moi la question et en fait si vous conjuguez à la fois cette chose-là et la question de la précarisation de la production intellectuelle de façon générale, vous vous retrouvez avec une adhésion à la norme extrêmement forte. Vous allez suivre le point moyen, c'est-à-dire celui qui va faire que vous allez avoir le plus de chances d'être intégré au système et de rester dedans parce qu'il va vous permettre de survivre sans pour autant vraiment vivre. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Quand on voit la production du cinéma français, qui est une catastrophe, je suis désolé d'étendre un peu au-delà de la question d'information, qui est catastrophique, alors qu'il y a 800 millions d'euros qui sont mis dans le cinéma français chaque année par la puissance publique, on se retrouve avec 3/4 des films qui sont faits, qui sont des comédies complètement nazes. Quand on voit la production littéraire française, parce qu'il n'y a aucun justement filtre, il n'y a plus tout l'appareil critique, qu'il soit littéraire, cinématographique ou autre, s'est effondré complètement. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus payés pour faire de la critique. Il n'y a plus toutes ces, ils sont plus reconnus. Un critique littéraire, un critique cinématographique aujourd'hui ne va pas avoir une place dans l'espace social aujourd'hui en France. Et donc du coup, on se retrouve en fait avec une production qui va vers le médiocre, vers le néant, et qui fait qu'on ne rayonne plus comme pays. Et tout ça, en fait, ça fait partie du même débat. Et je suis convaincu que justement l'un des fondements de ce débat, c'est la question économique qui fait qu'on se retrouve à s'asservir et à s'effondrer comme puissance rayonnante, comme on l'a pu l'être, il y a peut-être 30, 40 ans, je ne sais pas, ce moment-là entre l'après-guerre et les années 80. Le désastre scolaire est plus que le désastre scolaire. Ah, pas du tout, parce que vous pouvez toujours sélectionner. Non, mais parce que vous venez de dire que c'était le fait que les gens étaient plus payés. Vous croyez vraiment que c'est ça? Bah bien sûr, mais même que les professeurs, aujourd'hui être professeur, quelle est la place que vous occupez dans l'espace social quand vous êtes professeur du secondaire? Vous n'avez plus aucune place aujourd'hui dans l'espace social. Le tropisme économique est trop Je prononcé. précise qu'un professeur français aujourd'hui est payé 2 fois moins qu'un professeur allemand. Et Mais c'est beaucoup pas rien. moins aussi, même C'est beaucoup fondamental. moins qu'un professeur coréen, qu'un professeur japonais. qui a provoqué la chute. Ça n'est pas ça, C'est mais pas l'immigration. ça aide. Enfin, en tout cas, entre les deux, je pense qu'il y en Attention, a quand même un qu'il y ait qui une passe question plus, quoi. économique, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas la seule explication. C'est aussi dans la nature humaine de vouloir interdire ce avec quoi on n'est pas d'accord. Malheureusement, c'est comme ça. D'où l'importance de constituer une régulation, là aussi, qui permet d'interdire les appétits individuels et la tentation hégémonique de chaque individu. Ah, mais que ça passe Ça par... nécessite d'équilibrer entre le collectif et l'individuel. Mais je pense qu'on en est là. vous aurez réglé, vous mettez l'information complètement hors marché, vous n'avez toujours pas réglé Mais la on question. n'a pas dit qu'il fallait qu'elle soit hors marché, je veux surtout pas Il ça. faut que ce soit lié à l'audience, évidemment. Vous ne pouvez pas seulement vous lier sur des critères qualitatifs définis in abstracto par justement des technocrates qui vont dire ça c'est de la bonne information, ça c'est de la mauvaise. Il faut créer des équilibres. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un effacement complet, un effondrement complet de cette question et que ces critères d'équilibre ils sont définis par qui? Par des types, des ingénieurs qui n'ont même pas de formation, qui n'ont qu'une culture particulière, des Zuckerberg qui sont quand même des ignares finis à Los Angeles qui définissent ce qui doit être vu en France. C'est quand même cette question. C'est pas. Alors Macron, au lieu de se confronter à ça. Je rejoindrais Natacha sur une chose, c'est me semble-t-il que ce à quoi tout ce qu'on voit, c'est quand même effectivement une fragmentation quasiment individuelle avec chacun sa vérité, chacun son information, chacun se fait sa petite playlist informationnelle et que effectivement. Si on veut, il me semble qu'il faut renverser peut-être le raisonnement, c'est parce qu'il n'y a plus de monde commun qu'on n'arrive pas à créer un espace public commun, un espace informationnel de délibération. Voilà. Et c'est aussi parce que les algorithmes fonctionnent sur le fait de ne vous proposer que ce que vous êtes supposé aimer. Donc on croise l'absence d'espace commun et donc le délitement du politique avec la toute-puissance des algorithmes qui fragmentent encore un petit peu plus. Et je pense que c'est ça qui aboutit à cet espace où nous ne sommes plus capables de penser politiquement et où le débat civilisé tel qu'on vient de l'avoir n'existe plus. Ah si, puisqu'on vient de l'avoir. C'est génial. Nous sommes des résistants. Ça, c'était une fake news. Je pense qu'on peut conclure à peu près là-dessus, à savoir que nous avons réussi à avoir un débat civilisé, que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord et que nous avons pu quand même échanger des arguments. Ça me semble le principe démocratique, donc il reste des agoras. Et maintenant, nous pourrons dire, voilà, si vous voulez maintenant répéter la vérité partout, vous pouvez dire Natacha est une bolchevique. Voilà. Et heureusement qu'il nous reste effectivement des espaces pour nous discuter. Et bien on espère qu'on vous retrouvera à la rentrée. Et merci à tous les trois Merci d'avoir à accepté de discuter et de débattre. Merci.